Le jour de mon mariage, j'ai découvert que la table principale avait été remplacée, 9 places prises par la famille de mon mari tandis que mes parents étaient laissés debout. Sa mère a ricané avec mépris, ils ont l'air pauvres, il était d'accord. Alors j'ai fait une annonce qui l'a ruiné instantanément. Je m'appelle Fonda Marshall. J'ai 29 ans. Et le jour de mon mariage, j'ai trouvé mon père debout dans un couloir, sans siège, pendant que 9 personnes de la famille de mon mari étaient assises à la table qui était censée être la sienne. La table 1, devant et au centre. C'est là que mes parents avaient leur place. Au lieu de cela, quelqu'un les a déplacés à la table 14, la dernière table de la salle, coincée entre la porte de la cuisine et une poubelle. Et quand j'ai demandé à mon futur mari pourquoi, je l'ai entendu dire quelque chose sur mon père qui a fait voler en éclats chaque mensonge que je me racontais depuis 2 ans. Je me suis tenu dans ce couloir dans ma robe de mariée, 200 invités attendant de l'autre côté du mur, et j'ai pris une décision sur laquelle je ne peux pas revenir et sur laquelle je ne reviendrai pas même si je le pouvais. Ce que j'ai fait, ce qu'il a dit, et ce qui est arrivé à sa famille après cela, c'est l'histoire que je vais vous raconter. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du 14 juin. Le dernier matin où je me suis réveillé en tant que fiancé de Garrett Whitfield. Millfield, Ohio. 8000 habitants. Le genre de ville où le pharmacien connaît votre groupe sanguin et où le facteur se souvient du nom de votre chien. J'ai grandi sur Birchland dans une maison de 2 chambres que mon père a achetée l'année de ma naissance. Il l'a payée en 22 ans. Il a fait le dernier chèque le jour de mon 16e anniversaire, puis nous a tous emmenés chez Dairy Queen pour fêter ça. Mon père, Dave Marshall, réparait des tuyaux pour gagner sa vie. 35 ans avec la même paire de bottes à embout d'acier. Ressemelé 4 fois. Ses genoux l'ont lâché vers la 20e année. Son dos a suivi vers la 30e année. Mais je ne l'ai jamais vu manquer un seul jour quand j'étais à l'école. Il rentrait à 18 h, frottait la graisse de ses mains avec ce savon orange qui sentait l'essence et les agrumes, et me demandait ce que j'avais appris ce jour-là. Ma mère, Linda, travaillait à la chaîne de la cantine de l'école primaire de Millfield. Elle servait à déjeuner à 400 enfants par jour et connaissait chacun d'eux par son nom. Elle savait lesquels étaient intolérants au lactose, lesquels étaient allergiques aux arachides, et lesquels venaient à l'école le ventre vide parce qu'il n'y avait pas de nourriture à la maison. Ces enfants recevaient toujours des portions supplémentaires. Toujours. Nous n'étions pas riches. Je partageais le mur de ma chambre avec le chauffe-eau. Mon manteau d'hiver en 5e était celui que ma cousine portait 2 ans auparavant, mais la porte était toujours ouverte. Le dîner était toujours chaud, et mes parents ne m'ont jamais, pas une seule fois, fait sentir que je manquais de quoi que ce soit. J'ai financé mes études universitaires grâce à une bourse et des prêts étudiants. Je suis devenue infirmière praticienne à la clinique communautaire sur la route 9. J'ai remboursé mes dettes à 28 ans. J'ai construit cette vie de mes propres mains. Mais les fondations, c'était Dave et Linda Marshall. Je pensais qu'une famille comme celle-là suffirait à n'importe qui. J'avais tort. J'ai rencontré Garrett Whitfield un mardi d'octobre, 2 ans avant le mariage. Son père, Richard, est venu à la clinique pour un examen de routine. Garrett le conduisait. Il était adossé au comptoir de la réception quand je suis passé avec un dossier. Grand, les cheveux bruns coiffés en arrière, le genre de mâchoire qui semble avoir été conçu dans une salle de conférence. Il m'a souri, et pour être honnête, je lui ai rendu son sourire. Nous sommes allés dîner ce vendredi-là, puis encore la semaine suivante, puis toutes les semaines d'après. Garrett était charmant d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Il ouvrait les portes, tirait les chaises, m'emmenait dans un restaurant français à Columbus, où les serviettes étaient plus lourdes que mon manteau d'hiver. Les Whitfield venaient d'un autre monde. Promoteurs immobiliers, sur 3 générations. Leur nom figurait sur un lotissement, un centre commercial et une plaque de bronze au country club dont ils étaient membres depuis 25 ans. Maison de 5 chambres sur un terrain d'environ 1 hectare. Richard dirigeait l'entreprise. Garrett gérait les acquisitions. Sa mère, Constance, présidait le gala annuel de la Fondation OP et siégeait à 2 conseils d'administration d'organisations à but non lucratif. La première fois que j'ai rencontré Constance, elle portait de la soie crème et des boucles d'oreilles en perles de la taille de pièces de 10 centimes. Elle m'a serré la main, m'a jaugé de haut en bas et a dit « Une clinique communautaire. Comme c'est intéressant. » Garrett sortait avec la fille des Harrison, la fille du docteur Harrison à l'hôpital Saint-Luc. Elle a souri en disant cela.
Le genre de sourire qui n'en est pas vraiment un. Je me suis dit que c'était juste la façon dont les gens parlaient dans ces cercles. Rigide, théâtral. Ça ne voulait rien dire. Gareth m'a serré la main sous la table et a chuchoté, elle va s'adoucir. Elle ne l'a jamais fait. Mais à ce moment-là, j'étais déjà amoureuse. Et l'amour a le don de vous faire trouver des excuses aux choses que vous devriez fuir. Gareth m'a demandé en mariage 14 mois plus tard dans le restaurant dont sa famille possédait des parts, dans une salle privée, avec des bougies, un quatuor à cordes, et Constance assise 3 tables plus loin. Une coïncidence, a dit Gareth. J'ai dit oui de toute façon, parce que la bague à mon doigt ne venait pas de Constance. Elle venait de l'homme qui a conduit 40 minutes pour m'apporter de la soupe quand j'avais la grippe. Qui m'envoyait des textos tous les matins, qui disait que mes parents étaient des gens bien, et qu'il avait hâte d'appeler Dave papa. Puis la planification du mariage a commencé et la version de Gareth que je croyais connaître a commencé à s'estomper. Constance a choisi le lieu, le Whitfield Country Club, et non la petite église de Maple Street où mes parents s'étaient mariés. Elle a choisi l'organisatrice de mariage, son amie Diane. Elle a choisi le menu. Et quand ma mère a suggéré d'ajouter son poulet frit comme l'un des amuse-bouches, Constance a penché la tête et a dit, c'est mignon, Linda, mais c'est un dîner assis, pas un repas où chacun apporte son plat. Ma mère en a ri. J'ai vu la façon dont ses mains se sont crispées sur ses genoux. Chaque fois que je résistais, Gareth avait la même réponse. Laisse maman avoir ça, bébé. Après le mariage, ce ne sera que nous. Notre propre maison, nos propres règles. Je n'étais pas une proie facile. Je veux être clair à ce sujet. J'ai pris une décision calculée. Perdre les petites batailles maintenant, gagner la guerre plus tard. Le lieu n'avait pas d'importance. Le menu n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était le mariage, les 40 années qui suivraient la fête. C'était ma logique. Et c'était censé jusqu'à ce que je réalise que les petites batailles n'étaient pas petites. C'était des répétitions. Constance testait jusqu'où elle pouvait aller. Et je continuais à céder du terrain. Je ne le savais pas alors, mais le jour du mariage n'était pas la guerre. C'était la dernière répétition. 14 juin, 6 heures du matin. Je me suis réveillé dans mon ancienne chambre chez mes parents. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux que ma mère avait cousus quand j'avais 12 ans. La robe était accrochée à la porte du placard, en satin ivoire, longueur mi-mollet, achetée avec mes propres économies. Constance avait suggéré une robe de créateur d'une boutique de Columbus. J'avais refusé. C'était la seule chose que j'avais gardée. À 10 heures, j'étais au Whitfield Country Club. L'endroit ressemblait à une page de magazine. Des pivoines blanches dans des vases en cristal, du linge de table ivoire, des assiettes de présentation à bordure dorée à chaque place, 300 bougies, un ensemble à cordes de 12 musiciens s'échauffant dans le jardin, 85 000 $ de frais de lieu, de décoration et de traiteur. Majoritairement couverts par les Whitfield, en grande partie. 200 invités étaient attendus, la moitié du côté Whitfield, des partenaires commerciaux, des membres du country club, la femme du maire, les Henderson, les porteurs. L'autre moitié était la mienne. Ma tante Grace Dacron, 3 infirmières de la clinique, ma colocataire d'université, d'anciens voisins de Birchland. Des gens qui conduisaient des pick-up, portaient des robes de grands magasins et ne savaient pas ce qu'était une assiette de présentation. J'ai remarqué le déséquilibre très tôt. Les invités de Whitfield occupaient les premiers rangs, les tables centrales, les espaces les plus proches de la piste de danse. Mes proches étaient dispersés vers les bords. Margot, ma demoiselle d'honneur, ma meilleure amie depuis la journée d'intégration de première année, s'est penchée vers moi pendant la répétition du cortège et a chuchoté, « Pourquoi les gens de ta tante sont-ils tout au fond ?» J'ai balayé ça d'un geste. Probablement juste une question de chiffres. Leur côté a plus d'invités. Margot a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. La cérémonie s'est déroulée à midi. J'ai descendu l'allée. Gareth m'attendait. Il était parfait. Il était toujours parfait. Ça faisait partie du problème. J'étais tellement occupé à admirer le cadre que j'ai oublié de vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Après la cérémonie, pendant que les invités affluaient vers le cocktail sur la terrasse, je me suis glissé dans la salle de réception pour vérifier l'installation finale. Appelez ça une habitude. Je suis infirmière.
Je vérifie tout 2 fois. La salle était magnifique. 20 tables rondes drapées de blanc, des marque-places dorées dans de minuscules supports en laiton. La table 1, la table d'honneur juste devant la piste de danse et la scène, était dressée pour 10 personnes. C'est là que les 2 couples de parents étaient censés s'asseoir, avec la grand-mère de Gareth et ma tante Grace. Je me suis approché de la table 1 et j'ai pris le premier marque-place, Gerald Whitfield, le frère de Constance. J'ai pris le suivant, puis le suivant. Lydia Whitfield, Thomas Whitfield, M et Madame Porter, M et Madame Henderson, Patricia Whitfield Ross, Gerald Whitfield Jr. 9 Whitfield et leurs associés. Aucun Marshall. Ma poitrine s'est serrée. J'ai commencé à vérifier les autres tables. Table 2, les cousins Whitfield. Table 3, les membres du country club. J'ai continué. Table 10. Table 12. Je les ai trouvés à la table 14, la dernière table, nichée contre le mur du fond, à côté de la porte battante de la cuisine. Je pouvais entendre le fracas des casseroles de l'autre côté. Les chaises n'étaient pas en acajou poli pour correspondre au reste de la pièce. C'étaient des chaises pliantes rembourrées, le genre de chaises de secours. Un chariot de service avec des verres sales se trouvait à 60 cm de là. Le plafonnier au-dessus de la table était plus faible que les autres parce que c'était un luminaire de service, pas un lustre. Dave Marshall, Linda Marshall. J'ai fixé ces 2 marque-places, encre dorée sur papier crème, posées sur une table à côté d'une poubelle à pédales. J'ai trouvé la coordinatrice de mariage, Diane, près du bar. Qui a changé le plan de table? Elle n'a pas scié. Madame Whitfield l'a ajusté ce matin. Elle a dit que la mariée avait approuvé. Je n'avais jamais rien approuvé. Je me suis tenu seul dans cette salle de réception et j'ai fait quelque chose que je m'étais entraîné à faire aux urgences. Triage. Table 14, porte battante de la cuisine, casserole bruyante, chaise pliante, une poubelle à pédales à 60 cm de l'endroit où mon père allait manger le repas de mariage de sa fille. Si je ne disais rien, voici ce qui se passerait. Mes parents s'asseoiraient là. Ils ne se plaindraient pas. Mon père réajusterait sa cravate, celle qu'il avait achetée en 2009, la seule belle qu'il possédait, il sourirait et dirait « C'est très bien, ma chérie ». Ma mère plierait sa serviette sur ses genoux et ferait semblant de ne pas entendre les lave-vaisselle tourner à 2 mètres derrière sa tête. Et Constance le saurait. Elle saurait qu'elle pouvait déplacer Dave et Linda Marshall où elle voulait. Au fond de la salle, sur le parking, complètement hors du cadre, et personne ne dirait un mot. Chaque Thanksgiving après ça, chaque Noël, chaque anniversaire des petits-enfants, Dave et Linda seraient toujours la table 14. Les gens qui ne s'intégraient pas tout à fait, ceux qu'on assoit près de l'entrée de service pour que les invités importants n'aient pas à les regarder. J'ai pensé aux mains de mon père. 35 ans de tuyaux en cuivre et de pâte à joint. Il pouvait refaire une salle de bain en un jour. Il avait économisé 6 mois pour acheter ce costume. J'ai pensé à la robe de ma mère. Elle l'avait cousue elle-même, avait retouché une ancienne, ajouté de la dentelle aux manches, remplacé la fermeture éclair. Je l'avais regardé travailler dessus pendant 3 week-ends, penché sur la machine à coudre dans la chambre d'amis, des épingles entre les lèvres, plissant les yeux sur la canette. Ces gens m'avaient nourri, élevé, avaient conduit au milieu des tempêtes de neige pour m'amener à l'école, et quelqu'un avait décidé que leur place était à côté d'une poubelle. Je suis allé trouver Gareth. Je pensais qu'il allait arranger ça. Je pensais qu'il serait en colère pour moi. J'avais tort. Pour la 2e fois de la journée. Je sais que certains d'entre vous qui me regardent en ce moment pensent à leurs propres parents. Peut-être que les vôtres étaient ceux qui faisaient des doubles gardes pour que vous puissiez avoir un appareil dentaire. Peut-être qu'ils faisaient 3 heures de route pour assister à chaque pièce de théâtre de l'école. Si jamais quelqu'un a regardé votre famille comme si elle n'était pas assez bien, tapez « Ma famille est assez bien » dans les commentaires. Parce que ce que je vais vous raconter ensuite est la raison pour laquelle je ne laisserai plus jamais personne mettre mes parents à la table 14. J'ai trouvé Gareth dans la suite des garçons d'honneur. Il se tenait devant un miroir en pied, ajustant ses boutons de manchette. En argent avec ses initiales, un cadeau de Constance. Qui a déplacé mes parents de la table d'honneur? Il n'a pas détourné le regard du miroir. Maman a réorganisé certaines choses ce matin. Ce n'est pas grave. Pas grave. Ils n'ont pas de siège, Gareth.
La table 14 a des sièges. La table 14 est à côté de la cuisine, à côté de la poubelle. Il a soupiré. Le genre de soupir que fait une personne quand elle pense que vous êtes difficile. Fonda, nous avons 200 invités là-bas. Ne pouvons-nous pas éviter de faire ça maintenant? Quand alors? Après le dîner, après qu'il se soit déjà assis là pendant 3 heures? Il s'est détourné du miroir. Son visage était calme, patient. Le visage d'un homme qui s'était entraîné à avoir l'air raisonnable tout en disant des choses déraisonnables. Maman a ses raisons. Les Henderson et les Porter sont assis à la table 1. Ils sont importants. Plus importants que mes parents. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Il a fait un pas vers moi, a posé sa main sur mon bras. Doux, répété. Bébé, tu es stressé. C'est le jour de ton mariage. Passons le dîner et je parlerai à maman demain. Demain? C'était toujours la réponse. Demain après la fête des fiançailles. Demain après la fête prénuptiale. Demain après le mariage. Demain n'est jamais arrivé. J'ai cherché quelque chose sur son visage. De la colère, de la culpabilité, de la surprise, n'importe quoi qui me dirait qu'il n'était pas au courant de ça jusqu'à maintenant. Il n'y avait rien. Aucune surprise, aucune indignation. Il le savait depuis le matin, peut-être même avant. Il savait que Constance avait déplacé mes parents au fond de la salle et il s'était habillé, avait mis ses boutons de manchette et avait vérifié ses cheveux dans le miroir. Je suis sorti sans un mot de plus. J'avais encore une porte à ouvrir. Sur le chemin du retour par le couloir, je me suis arrêté à la table d'accueil près de l'entrée. Une pile de programmes imprimés, du papier cartonné ivoire, des lettres dorées, étaient soigneusement alignées à côté du livre d'or. J'en ai pris un et je l'ai ouvert. Page 2, avec amour et gratitude envers nos familles. Sous ce titre, une liste, Richard et Constance Whitfield, Gérald et Lydia Whitfield, Thomas Whitfield, la fondation familiale Whitfield. 4 lignes, toutes Whitfield. J'ai retourné la carte, vérifié le dos, vérifié à l'intérieur du pli. Dave et Linda Marshall n'étaient nulle part. Dans la version originale, celle que j'avais approuvée 3 semaines plus tôt, mes parents étaient listés en premier. Avec le plus profond amour pour Dave et Linda Marshall, dont les sacrifices ont rendu tout cela possible. J'avais écrit ces mots moi-même. Constance avait vu l'épreuve. Elle ne s'y était pas opposée. Elle n'en avait pas eu besoin. Elle avait juste attendu le matin du mariage et avait demandé à Diane de les réimprimer. Les noms de mes parents effacés, pas seulement de la table, mais des archives. J'ai trouvé Margot près de la chambre des demoiselles d'honneur, en train de retoucher son rouge à lèvres. Un regard sur mon visage et elle l'a posé. Que s'est-il passé? Je lui ai dit. La table, le programme, la réaction de Gareth, tout. 30 secondes, sans pause. Margot n'a pas bronché. Elle n'a pas halté, n'a pas dit « Oh mon Dieu », ni ne m'a dit de me calmer. Elle a juste refermé le capuchon de son rouge à lèvres, l'a mis dans sa pochette et m'a regardé. Que veux-tu faire? Je ne sais pas encore. D'accord, de quoi as-tu besoin de ma part? Reste près de moi. Je suis là, Faune. Je suis juste là. Elle n'a pas dit « Je te l'avais bien dit ». Margot m'avait mise en garde contre les Whitfield 6 mois auparavant. Doucement, une fois, puis plus jamais. Elle respectait mes choix, même ceux avec lesquels elle n'était pas d'accord. C'est pourquoi je lui faisais plus confiance qu'à n'importe qui d'autre dans ce bâtiment. Je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Mais je savais que la prochaine chose que j'avais besoin d'entendre déciderait de tout. Je suis retourné vers la suite des garçons d'honneur. Je n'écoutais pas aux portes. J'allais essayer une dernière fois de me tenir devant Gareth et de dire « Répare ça ou je n'entre pas dans cette pièce ». La porte était entr'ouverte. 7 ou 10 centimètres peut-être. Assez pour tout entendre. La voix de Constance en premier. Basse, contrôlée, la façon dont elle parlait toujours quand elle était la plus dangereuse. Gareth, regarde son père. Ce costume date de 2005. Et sa mère. Mon Dieu, a-t-elle cousu cette robe elle-même? Ils ont l'air pauvres. Tu ne peux pas les avoir assis à la table d'honneur. Nos invités penseront. Je sais, maman.
Les Henderson sont assis juste là. Jim Porter et sa femme. Ce sont les gens qui comptent, Garrett. Pas, je suis désolé, mais pas un plombier et une cantinière. Tu as raison. Les Marshall sont très bien au fond. C'est plus approprié. Une pause, puis Constance, plus bas. Tu aurais dû m'écouter depuis le début. Elle n'a pas sa place ici. Elle n'a pas sa place ici. J'ai pressé ma main contre le mur. Le couloir a vacillé. J'ai entendu mon propre pouls dans mes oreilles. Fort, lent, comme une porte qu'on verrouille de l'intérieur. Mon père, l'homme qui a passé 35 ans à genoux sous les éviers de cuisine, qui avait 2 mauvais genoux et un bon costume, qui faisait 4 heures de route aller-retour chaque week-end pour me rendre visite à l'université parce qu'il pensait que la nourriture de la cantine n'était pas suffisante. Un plombier et une cantinière. C'est comme ça qu'il l'appelait. C'est comme ça qu'il l'appelait, elle. Et l'homme avec qui j'étais censé passer ma vie a dit, tu as raison. Il y a des phrases qu'on ne peut pas oublier. Celle-ci n'en faisait pas partie. Je me suis reculé de la porte. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose était devenu très calme en moi, comme ce moment aux urgences juste avant une réanimation, quand le bruit s'arrête et que tout devient clair. J'ai poussé la porte. Constance s'est retournée la première. Son visage s'est figé une demi-seconde, peut-être moins, puis s'est réorganisé pour former ce sourire. Celui qui ressemblait à de l'hospitalité m'ait donné l'impression d'être un portail verrouillé. Fonda, ma chérie, tu es éblouissante. J'ai tout entendu. La mâchoire de Garrett s'est crispée. Entendu quoi? Nous étions justes. Papa a l'air pauvre. Maman a cousu sa robe. Ils n'ont pas leur place à la table d'honneur. J'ai soutenu son regard. Quelle partie ai-je mal comprise? Constance s'est avancée, les mains jointes, la posture de la présidente. Fonda, ce n'est qu'un plan de table. Nous essayons de nous assurer. Vous avez appelé mon père un plombier comme si c'était une insulte. Vous avez appelé ma mère une cantinière comme si elle devait en avoir honte. Je ne voulais pas dire. Et toi? J'ai regardé Garrett. Tu as dit qu'ils étaient très bien au fond, que c'était plus approprié. La voix de Garrett a baissé. Douce, calme, la voix qu'il utilisait lors des réunions avec les clients quand une affaire tournait mal. Tu es émotive en ce moment, Fonda. C'est le jour de ton mariage. Prenons une grande inspiration. Et je respire, Garrett. Je n'ai jamais été aussi lucide. Constance a jeté un coup d'œil à son fils. Un regard rapide et perçant. Le genre qui disait, gère ça. Garrett a réessayé. Bébé, allez. Ne gâchons pas. Je ne gâche rien. Tu l'as déjà fait. Je me suis retourné et je suis sorti. Le couloir était silencieux. 20 mètres de bois dur poli entre moi et la salle de réception. Derrière moi, j'ai entendu Constance siffler quelque chose à Garrett, trop bas pour être compris. Ses pas n'ont pas suivi. Il ne m'a pas suivi. Et c'était la dernière réponse dont j'avais besoin. J'ai marché droit vers la salle de réception, mais je n'y suis pas entré. Pas encore. Je suis allé trouver les seules personnes dans ce bâtiment qui ne m'avaient jamais, pas une seule fois, fait sentir que je n'étais pas assez bien. Margot attendait exactement là où je l'avais laissée, adossée au mur à l'extérieur de la chambre des demoiselles d'honneur, les bras croisés, surveillant le couloir comme une sentinelle. « Raconte-moi » a-t-elle dit. Je lui ai raconté mot pour mot. La voix de Constance, l'accord de Garrett, le plombier, et la cantinière. Margot est restée silencieuse pendant 5 secondes. Puis, à quoi penses-tu? Je pense que je ne peux pas signer mon nom là-dessous. Elle a hoché la tête une fois. Pas de drame, pas de halètement, juste l'expression concentrée qu'elle arborait dans les salles d'audience. D'accord, alors voici ce que tu dois savoir. Elle a baissé la voix. La cérémonie est terminée, mais le certificat de mariage, tu ne l'as pas encore signé. Diane l'a. Le plan était de faire la signature après le dîner, tu te souviens? À la table des mariés pendant le dessert. Je m'en souvenais. Constance avait insisté pour en faire un moment solennel. Les mariés signant devant les invités comme une performance. Donc légalement tu n'es pas marié.
La cérémonie était symbolique jusqu'à ce que ce papier soit signé, attesté et déposé dans le comté. Pas de signature, pas de mariage, pas besoin d'annulation, pas de divorce, rien. J'ai laissé ça faire son chemin. Les mots de l'officiant, les vœux, les alliances, rien de tout ça n'était encore contraignant. La seule chose qui comptait, c'était une signature sur un bout de papier qui se trouvait dans le porte-documents en cuir de Diane. Combien de temps me reste-t-il? Tant que tu ne signes pas. Mais Faune, une fois que tu entreras là-dedans, une fois que les toasts commenceront, une fois que Diane sortira cette licence, la pression pour signer devant 200 personnes va être énorme. Je sais. Donc, quoi que tu fasses, tu dois te décider avant de t'asseoir. Elle a posé sa main sur mon bras. Ferme, assurée. Je suis ton avocate et ta meilleure amie. Dans cet ordre ce soir, quoi que tu choisisses, je serai à tes côtés. J'ai trouvé mes parents à la table 14. Papa était assis bien droit, les mains à plat sur les genoux, comme il s'asseyait toujours quand il était mal à l'aise, mais trop fier pour le montrer. La veste de son costume était boutonnée. Sa cravate était droite. Il avait ciré ses chaussures ce matin-là. Je pouvais le voir parce qu'elles avaient cet éclat terne qui venait du cirage de pharmacie appliqué avec un chiffon de cuisine. Maman était assise à côté de lui, lissant un pli de sa robe. Elle l'avait retouché elle-même, avait repris la taille, ajouté de la dentelle aux manches, remplacé la fermeture éclair. 3 week-ends de travail. Je l'avais regardé se pencher sur la machine à coudre dans la chambre d'amis, des épingles entre les lèvres, plissant les yeux sur la canette. Un serveur a poussé la porte de la cuisine derrière eux. Elle s'est ouverte avec fracas, laissant échapper une bouffée de chaleur et le cliquetis des assiettes qu'on empilait. Maman a tressailli. Papa n'a pas bougé. Et, ma chérie. Papa a souri quand il m'a vu. Tu es magnifique. Papa, je suis tellement désolé pour. Ne le sois pas. Il a levé une main. Je peux m'asseoir n'importe où, ma fille. C'est ta journée. C'est la journée de notre famille. Il m'a regardé longuement. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose de plus calme. De la compréhension peut-être, comme s'il savait déjà ce que je n'avais pas encore dit. J'ai pensé aux 12 000 $ qui se trouvaient sur le compte du traiteur. Mes parents les avaient économisés sur 15 ans. Un peu chaque mois sur la pension d'un plombier et le chèque de paie d'une employée de cantine. Cela couvrait la compte du traiteur, chaque assiette, chaque verre de vin, chaque dessert que 200 invités mangeraient ce soir. Sans ces 12 000 $, il n'y avait pas de dîner. Et Constance avait placé les personnes qui avaient payé la nourriture à côté de l'endroit où l'on sortait les poubelles. Restez ici, j'ai dit. Tous les deux, je reviens tout de suite. Maman m'a attrapé la main. Fonda, ne fais pas d'histoire à cause de nous. Je ne fais pas d'histoire, maman. J'y mets fin. Les portes de la réception se sont ouvertes. Les 200 invités sont entrés, guidés par l'ensemble à cordes qui jouait le canon de Pachelbel comme si c'était une berceuse pour gens riches. J'ai observé depuis le bord de la pièce pendant qu'ils trouvaient leur place. Le côté Whitfield s'est installé aux tables de devant avec l'aisance des gens qui s'assoient toujours devant. Le côté Millfield a traîné les pieds vers le fond, vérifiant les marque-places, tirant des chaises qui ne correspondaient pas tout à fait. Le maître de cérémonie, Derek, un frère de fraternité de Garrett, s'est avancé vers le micro. Mesdames et messieurs, accueillons les familles de notre magnifique couple. Il a fait un geste vers la table 1. La famille Whitfield. 9 personnes se sont levées. Constance rayonnait. Richard a fait un signe de la main modeste. Gérald et Lydia ont trinqué avec leurs verres. Applaudissements. Derek a fait une pause, a jeté un coup d'œil à sa carte, et a continué. Et maintenant, levons nos verres à l'amour. Aucune mention des Marshall, pas un mot. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu l'infirmière Patricia, mon infirmière en chef, la femme qui m'avait formé aux urgences, s'approcher de la table 14 avec une assiette d'amuse-bouche. Elle s'est arrêtée, a regardé les chaises pliantes, a regardé la porte de la cuisine, a regardé mon père. Elle a posé l'assiette et est venue directement vers moi. Fonda. Sa voix était basse, contrôlée, le même ton qu'elle utilisait quand un patient était en arrêt cardiaque. Pourquoi tes parents sont-ils assis à côté de l'entrée de service?
Je m'en occupe, Pat. Cet homme a refait la plomberie de ma maison à moitié prix quand mes tuyaux ont éclaté en janvier. Il n'a même pas voulu de pourboire. Je sais. Alors pourquoi est-il assis à côté d'une poubelle au mariage de sa fille? À la table 1, Monsieur Henderson, Jim Henderson, le plus grand partenaire de développement de Richard, s'est penché vers sa femme et a dit quelque chose à voix basse. Elle a regardé par-dessus son épaule vers le fond de la pièce, puis l'a regardé, en fronçant les sourcils. Les gens commençaient à remarquer. Les coutures commençaient à se voir. Le premier plat a été servi. Un velouté de courges musquées dans des bols en porcelaine blanche. Les 12 000 $ de mes parents dressés sur assiette et garnis de micro-pousses. Constance a quitté la table 1 et s'est dirigée vers le bar, son ami Vivien à ses côtés. Leur chemin les a menés directement devant la table 14. Je me tenais près du buffet des desserts à 6 mètres de là, assez près pour voir, assez près pour entendre. Ma mère ajustait la dentelle sur sa manche gauche. La couture s'était défaite, 7 cm de fil pendait du poignet. Elle essayait de le rentrer discrètement, avec la concentration de quelqu'un qui ne voulait pas être remarqué. Constance s'est arrêtée, a regardé la manche de ma mère, puis s'est tournée vers Vivien. Bénie soit-elle, quelqu'un aurait dû lui acheter une robe correcte. Elle a bu une gorgée de son champagne. Mais je suppose qu'il faut connaître sa place. Elle l'a dit de la façon dont elle disait tout, avec un sourire, à un volume techniquement privé, mais parfaitement calculé pour porter. Les mains de ma mère se sont immobilisées. Elle a arrêté de tripoter la manche. Ses yeux se sont baissés vers la table. Papa a passé la main sous la nappe et a pris la sienne. Il n'a rien dit. Il lui a juste tenu la main. J'ai vu des patients faire un arrêt cardiaque. J'ai tenu un enfant pendant qu'un médecin annonçait un diagnostic en phase terminale à sa mère. J'ai vu des choses aux urgences qui empêcheraient la plupart des gens de dormir pendant des semaines. Mais voir mon père, Dave Marshall, l'homme le plus fort que j'ai jamais connu, s'asseoir là et absorber le mépris de cette femme tout en tenant la main de ma mère sous une table pliante à côté d'une poubelle. C'était la pire chose que j'ai jamais vue parce que pour la première fois de ma vie, je l'ai vu avoir honte. Pas de lui-même, mais de la situation, d'être mis dans un endroit où il ne méritait pas d'être et de ne pas pouvoir arranger ça. J'en avais fini, complètement et irréversiblement fini. J'ai traversé la pièce, j'ai attrapé le bras de Garrett au bord de la piste de danse, je l'ai tiré derrière une colonne où la table la plus proche ne pouvait pas nous entendre. Ta mère vient d'humilier la mienne devant les invités, à l'instant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Connaître sa place. Quelqu'un aurait dû lui acheter une robe correcte. Garrett a passé la main dans ses cheveux. Fonda. Maman dit des choses qu'elle ne pense pas. Elle pense chaque syllabe et tu le sais. Pouvons-nous s'il te plaît juste passer le dîner? Va là-bas. Dis à ta mère de s'excuser tout de suite. Il m'a regardé. Puis il a regardé à travers la pièce, Constance riant avec Vivien au bar, la table 1 où les Henderson étaient assis, le quatuor à cordes jouant quelque chose de doux et d'onéreux. Il a regardé tout ça. Puis il m'a regardé. Je ne vais pas faire un scandale, Fonda. 200 personnes nous regardent. Alors chuchote. Je me fiche de la façon dont tu le fais. Fais-le, c'est tout. Il a réajusté sa veste, a pris une inspiration, et a dit la chose qui a mis fin à notre histoire. Tes parents s'en remettront. Ils sont coriaces. Passons juste cette soirée. Il s'est retourné et est retourné à la table 1, s'est assis sur sa chaise dorée. Constance s'est penchée et lui a tapoté le bras. Il a pris son verre de vin. Je suis resté seul derrière la colonne. Le quatuor à cordes est passé à un morceau de Vivaldi. Les serveurs glissaient avec des plateaux de saumon poêlé. Mon saumon à 12 000 $. 200 personnes riaient et trinquaient dans une pièce où mes parents n'avaient pas un siège digne de ce nom. Garrett avait choisi. Il avait choisi la table. Il avait choisi la salle. Il avait choisi sa mère. Maintenant, c'était mon tour. Je suis allé directement à la table 14 et je me suis assise. Pas sur la chaise qui m'était assignée à la table des mariés. Pas à côté du marié, mais entre mes parents. Maman m'a regardé, confuse. Trésor, tu devrais être devant. Ma famille est ici, alors je suis ici. Papa a scruté mon visage. Il me connaissait depuis 29 ans.
Il voyait quand j'étais sur le point de faire quelque chose. Fonda. Sa voix était calme. Prudente. Ne fais rien à cause de nous. Je ne fais pas ça pour vous, papa. Je le fais pour moi. J'ai regardé à travers la pièce vers la table des demoiselles d'honneur. Margot regardait déjà. J'ai croisé son regard et j'ai fait un seul signe de tête. Elle a répondu par un signe de tête. Puis elle a mis la main sous la table, a pris sa pochette et s'est levée. J'ai pris une inspiration, puis une autre. Puis j'ai repoussé ma chaise et je me suis levé. La marche de la table 14 à la scène faisait peut-être 20 mètres. Ça m'a pris environ 30 secondes. Mes talons cliquetaient sur le bois dur poli, un rythme sec et régulier comme un métronome qui égrène le compte à rebours. Quelques têtes se sont tournées, puis d'autres. Les conversations ne se sont pas tues d'un seul coup. Elles se sont estompées table par table comme des ondulations reculant. Le temps que j'atteigne la scène, la pièce était presque silencieuse. Derek, le maître de cérémonie, était au milieu d'une phrase racontant une anecdote sur les années d'université de Garrett. Il m'a vu monter et a hésité. Oh, la mariée, tout le monde. Applaudissements clairsemés. J'ai pris le micro de sa main. Il a lâché sans résistance. Son visage était partagé entre la confusion et un sourire. J'ai regardé la salle. 200 visages, des verres en cristal, du linge de table blanc, des marque-places dorées. Constance à la table 1, une coupe de champagne à la main, Garrett à côté d'elle, Richard fixant son assiette. Mes parents derrière moi. La table 14, la dernière table. De l'autre côté de la pièce, Constance s'est penchée vers Garrett. Je ne l'entendais pas, mais je pouvais lire sur ses lèvres. Que fait-elle? J'ai ajusté le micro et je leur ai dit, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ma voix résonnait dans les haut-parleurs, claire et posée. Pas de tremblement, pas de larmes. J'avais passé 7 ans aux urgences. Je savais comment rester stable quand tout s'effondrait. Je sais que vous êtes venus célébrer un mariage, et je vous dois la vérité sur ce qui se passe dans cette salle. Le dernier murmure s'est éteint. 200 personnes se sont immobilisées. Je pouvais entendre les glaçons bouger dans le verre de quelqu'un à la table 6. La plupart d'entre vous me connaissent comme la fiancée de Garrett, mais avant de l'être et après ce soir, je suis la fille de Dave et Linda Marshall. J'ai pointé du doigt le fond de la salle. Mes parents sont assis à la table 14. J'aimerais que tout le monde regarde la table 14 un instant. Les têtes se sont tournées, toutes. 200 perdus ont balayé le coin du fond, passé le bar, passé le buffet de dessert, passé la porte de la cuisine, et ont trouvé Dave et Linda Marshall assis à une table pliante entre un chariot de service et une poubelle. J'ai regardé les réactions traverser la salle comme un changement de météo. La confusion d'abord, puis la reconnaissance, puis la crispation lente des visages alors que les gens comprenaient ce qui le regardait. Jim Henderson a posé sa fourchette. Sa femme, Carol, a porté sa main à sa bouche. L'infirmière Patricia, debout près du mur, a fermé les yeux et secoué la tête une fois. À la table 1, le sourire de Constance s'est durci en quelque chose de figé. Sa main a serré le pied de sa flûte à champagne. Garrett était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur moi. Il y a 12 heures, ai-je continué, mes parents étaient assis à cette table, la table 1, juste ici devant, là où les familles de la mariée et du marié sont censées s'asseoir. C'était le plan de table que j'avais approuvé. J'ai laissé la phrase s'imprimer. Ce matin, ça a changé. Ce matin, quelqu'un est entré dans cette salle et a remplacé chaque marque-place de la table d'honneur. Mes parents ont été retirés et relégués aux dernières places de la salle, à côté de la cuisine, à côté de l'entrée de service, à côté des poubelles. J'ai fait une pause. J'ai laissé la salle l'assimiler. Cette personne, c'était Constance Whitfield. Toutes les têtes de la table 1 se sont tournées vers elle. Constance est restée parfaitement immobile, le menton levé, mais la couleur avait quitté son visage. Ses doigts sur la flûte à champagne sont devenus blancs. Richard a baissé les yeux vers la nappe. Il n'a pas bougé. Quand j'ai confronté mon fiancé, quand je lui ai dit ce que sa mère avait fait, il m'a dit de ne pas faire de scandale. J'ai gardé une voix égale, factuelle, comme si je lisais un dossier à voix haute lors de la tournée des patients. Et quand je l'ai entendu parler à sa mère en privé, il a dit,
et ce sont ses mots exacts, les Marshall sont très bien au fond. Les Henderson et les Porter sont plus importants au point. Jim Henderson a reculé sa chaise de la table. Pas de manière dramatique, juste assez pour créer une distance entre lui et les Whitfield. Sa femme a dévisagé Garrett avec une expression que je reconnaissais des urgences. Le regard que les gens ont quand ils réalisent qu'ils se tiennent à côté de quelque chose de dangereux. Garrett s'est levé. Fonda, ce n'est pas tu déformes. Assieds-toi, Garrett. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. Tu as eu l'occasion de défendre ma famille. Tu as choisi de ne pas le faire. Il est resté debout pendant encore 3 secondes. Puis Constance a tiré sur sa manche et il s'est rassis sur sa chaise. La salle était si silencieuse que je pouvais entendre la charnière de la porte de la cuisine grincer. Ma tante Grace, assise à la table 11, a posé ses mains à plat sur la table et a chuchoté, « Dis-leur, mon bébé. Laissez-moi vous parler des gens qui ont été déplacés à la table 14. » Je me suis légèrement tourné, juste assez pour voir mon père dans ma vision périphérique. Il était assis bien droit, les mains sur la table, les yeux fixés sur moi. Mon père, Dave Marshall, a réparé des tuyaux pendant 35 ans. Il a 2 mauvais genoux et un bon costume, celui qu'il porte en ce moment même. Il a économisé 6 mois pour se l'offrir. Une femme à la table 9 s'est essuyé les yeux avec sa serviette. Ma mère, Linda Marshall, sert le déjeuner à 400 enfants chaque jour d'école à l'école primaire de Millfield. Elle connaît chaque enfant par son nom. Elle sait qui est allergique aux arachides, qui ne peut pas manger de produits laitiers, et qui vient à l'école en ayant faim. Ces enfants reçoivent toujours du rab. Je me suis retourné pour faire face aux tables de devant. Mes parents ont mis $12 000 dans ce mariage. Ils les ont économisés sur 15 ans. Cet argent a couvert la compte du traiteur. J'ai laissé les chiffres planer sur la salle. Les gens ont regardé leurs assiettes, leurs verres de vin, le saumon poêlé et le velouté de courges musquées. Chaque assiette que vous mangez ce soir, mes parents l'ont payée. Puis j'ai regardé directement Constance et j'ai dit, et vous les avez mis à côté des poubelles. La salle s'est fracturée, des halètements, une forte inspiration à la table 3. Vivien, l'ami de Constance, a posé son verre et a mis 15 cm entre elle et la femme avec qui elle riait 20 minutes plus tôt. Au fond, un homme que je ne reconnaissais pas, quelqu'un du côté de Millfield, s'est levé. Puis l'infirmière Patricia, puis ma tante Grace. Ils n'ont rien dit. Ils se sont juste tenus debout comme des témoins. Constance a ouvert la bouche pour parler. Rien n'est sorti. Garrett a fixé son assiette. Richard Whitfield n'avait toujours pas bougé. Je suis venu ici aujourd'hui pour commencer un mariage, un partenariat, une vie construite sur le respect mutuel. Ma voix n'a pas craqué. Je ne l'aurais pas permis. Pas ici. Pas devant elle. Mais je ne peux pas signer mon nom pour un mariage où ma famille est traitée comme une honte. Je n'élèverai pas d'enfants qui apprendront que l'amour signifie cacher d'où l'on vient. J'ai levé la main et j'ai détaché mon voile. Je l'ai plié 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je l'ai posé soigneusement sur le bord de la Seine, de la manière dont ma mère m'avait appris à plier les choses, avec soin, même quand on s'en sépare. Pour les invités de Millfield, merci d'avoir fait la route jusqu'ici. Merci d'avoir célébré avec ma famille. Nous rentrons chez nous. J'ai regardé Constance une dernière fois. Pour les Whitfield, je vous souhaite sincèrement le meilleur, mais je mérite mieux qu'un homme qui reste silencieux pendant que sa mère traite mon père de pauvre. Et mes parents méritent mieux que la table 14. J'ai posé doucement le microphone sur le pied. Sans le claquer, sans le lâcher, je l'ai simplement posé comme on pose un outil quand le travail est terminé. Je suis descendu de la scène et j'ai marché jusqu'au fond de la salle, mes talons sur le bois dur à nouveau, ce même rythme régulier, 20 mètres. Cette fois, personne n'a parlé par-dessus. Papa s'est levé quand je l'ai atteint. Maman pleurait. Des larmes silencieuses, le genre qu'elle essayait toujours de cacher. Je les ai serrés dans mes bras tous les deux, juste là, entre les chaises pliantes et la porte de la cuisine. Margot est apparue avec mon manteau et mon sac. Elle avait déjà appelé une voiture. Nous sommes sortis, tous les 4, en passant devant le buffet des desserts, devant le quatuor à cordes qui avait cessé de jouer, devant 200 visages silencieux. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Constance, cassante et forte, elle a perdu la tête et Garrett appelait, « Fonda, Fonda, attends.
Je n'ai pas attendu. La porte s'est refermée derrière nous, et le dernier son que j'ai entendu a été ma propre respiration. Si vous êtes encore là, vous savez déjà pourquoi je l'ai fait. Mais je veux vous entendre. Quelqu'un vous a-t-il déjà dit que votre famille n'était pas assez bien, que vos parents ne s'intégraient pas? Tapez pas la table 14 si vous connaissez ce sentiment. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Maintenant, que s'est-il passé après que je sois sorti? C'est là que la vraie histoire commence. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la cuisine dans la maison de mes parents. La même table sur laquelle je faisais mes devoirs depuis le CE2. Un dessus en formica, des pieds en chrome, un éclat dans le coin depuis que j'y avais fait tomber une poêle en fonte au lycée. Maman a préparé du café. Papa s'est assis en face de moi et n'a rien dit, ce qui était sa façon de tout dire. À 21h15, Margot a appelé. Le certificat de mariage est toujours non signé. J'ai confirmé avec Diane. Elle a le document original. Il n'a jamais été signé, jamais été attesté, jamais été déposé. Donc légalement, tu n'as jamais été marié, pas une seule seconde. Aucune annulation requise, aucune procédure de divorce, rien. Tu es parti libre. J'ai expiré, un nœud dans ma poitrine s'est desserré. Il y a plus, a dit Margot. Selon la loi de l'Ohio, puisque vous avez cohabité, il pourrait essayer de réclamer des biens partagés, mais ton bail est à ton nom et tes comptes bancaires sont séparés. Tu es en position de force. D'accord, encore une chose. Il n'a pas arrêté d'appeler. 17 appels en absence de Gareth, 3 de Constance, 1 de Richard. Bloque les 3. C'est déjà fait. Après que Margot ait raccroché, je suis restée assise dans la cuisine pendant un long moment. Papa était allé se coucher. Maman lavait les tasses de café. Même si le lave-vaisselle était vide, elle lavait toujours les choses à la main quand elle était inquiète. Mon téléphone était silencieux maintenant. Plus d'appels, plus de textos alternant entre bébés, je suis désolé et tu as humilié ma famille et tu vas le regretter. Je n'avais pas besoin de ces excuses. J'avais besoin qu'ils se lèvent il y a 6 heures et disent, c'est la famille de ma femme. Remettez-les à leur place. Ils ne l'avaient pas fait, et je ne pouvais pas effacer ce que j'avais entendu. Maman a séché la dernière tasse, l'a rangée dans le placard et m'a embrassé sur le dessus de la tête avant d'aller se coucher. Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Ton père l'est aussi. Il n'est juste pas doué pour le dire. 2 semaines plus tard, j'ai vomi dans la salle de bain à 7 heures du matin. Puis encore à midi et encore à 16 heures. J'ai acheté un test à la pharmacie CVS sur la route 9. Celle où la pharmacienne, Gail, me connaissait depuis que j'avais 6 ans. Elle a regardé la boîte, m'a regardé, n'a pas dit un mot, l'a juste encaissé et m'a tendu le sac. Positif. 2 lignes roses, nettes et indubitables, sur le sol de la salle de bain de la maison de mes parents. Je me suis assise sur le carrelage et j'ai pleuré. Pas de la façon dont je m'attendais à pleurer si cela arrivait un jour, avec joie ou surprise ou cette gratitude haletante que les gens décrivent dans les vidéos d'annonces de grossesse. J'ai pleuré parce que ma vie venait de devenir 10 fois plus compliquée. Et j'étais assise sur un sol qui avait encore le même joint que mon père avait installé en 1998. J'allais être mère et le père était un homme que j'avais quitté devant 200 personnes. La question est venue vite. Le dire à Gareth. La réponse est venue encore plus vite. Oui, cet enfant avait le droit de connaître ses 2 parents. Mais le lui dire ne signifiait pas faire marche arrière. Ça ne signifiait pas remettre ma décision en question. Ça ne signifiait pas échanger ma dignité contre un arrangement de coparentalité enveloppé dans l'argent des Whitfield. Maman m'a trouvé 1 heure plus tard. Elle est entrée pour chercher des serviettes, a vu le test sur le comptoir et s'est immobilisée. Puis elle s'est assise par terre à côté de moi. Carrelage froid, mauvais genou. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste mis son bras autour de moi et m'a serré fort. Tu n'es pas seule, a-t-elle dit. Tu n'as jamais été seule. Je sais, maman. Ton père va perdre la tête. Dans le bon sens. J'ai presque ri. Tout était plus dur maintenant. Mais plus dur ne voulait pas dire mauvais. Et seul ne voulait pas dire vaincu. Pas quand j'avais une mère qui s'asseyait par terre dans une salle de bain sans qu'on le lui demande. J'ai informé Gareth par email.
Margot a revu chaque mot avant que je l'envoie. 3 phrases, professionnelles, définitives. Je suis enceinte. Je garde le bébé. Si tu veux des droits parentaux, toute communication passera par un conseiller juridique. Sa réponse est arrivée par vague. Le premier email, rentre à la maison, Fonda. Nous élèverons ce bébé ensemble. Nous pouvons arranger ça. Le deuxième, 4 heures plus tard, ma famille se battra pour la garde. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. Le troisième à minuit, tu fais la plus grosse erreur de ta vie. 3 emails, 3 hommes différents qui suppliaient, menaçaient, prédisaient la ruine, tous venant de la même personne qui n'avait pas pu tenir tête à sa mère pour un plan de table. Puis Constance a appelé. Elle avait un nouveau numéro. Le mien était bloqué, alors elle a essayé la ligne de la maison. Papa a répondu. Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Monsieur Marshall, a dit Constance, sa voix parfaitement mesurée. J'ose espérer que vous comprenez que cet enfant est un Whitfield. Nous avons les meilleurs avocats du comté. Papa m'a regardé. J'ai hoché la tête. Madame Whitfield, a-t-il dit. Ma fille a une avocate. Parlez-lui, pas à moi. Il a raccroché, a reposé doucement le téléphone, et retourné à son café. Cette semaine-là, Margot m'a mise en contact avec sa collègue, Anna Wells, une avocate spécialisée dans les gardes d'enfants à Columbus. Anna a été directe. Les tribunaux de l'Ohio favorisent le parent gardien principal. Vous avez un emploi stable, un soutien familial et aucun antécédent d'instabilité. L'argent de sa famille n'est pas un argument juridique. J'ai déposé les papiers, tout a été fait dans les règles, pas d'appel téléphonique, pas de confrontation, pas de négociations émotionnelles, juste des documents, des délais et des limites. Constance avait dit qu'ils avaient les meilleurs avocats du comté. Peut-être que oui, mais j'avais quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, une femme qui avait cessé d'avoir peur d'elle un samedi de juin. Les retombées sont arrivées discrètement. Pas d'explosion, pas de gros titres, juste l'érosion lente et régulière de tout ce sur quoi les Whitfield avaient bâti leur réputation. Jim Henderson a appelé Richard le lundi suivant. Je n'ai pas entendu la conversation de première main. Je l'ai entendue plus tard de seconde main par Margot, qui l'a entendue de Anna, qui l'a entendue d'un assistant juridique dont le mari jouait au golf avec Henderson. Richard, j'ai réfléchi au développement d'Oak Ridge. Je ne me sens pas à l'aise d'aller de l'avant. Jim, qu'est-ce qu'un mariage a à voir avec une affaire commerciale? Si c'est ainsi que votre famille traite les personnes qui vous sont le plus proches, je dois réfléchir à la façon dont vous traiteriez un partenaire quand les choses deviennent difficiles. Henderson s'est retiré du projet Oak Ridge, un complexe immobilier à usage mixte d'une valeur, selon les estimations locales, de plus de 300 000 $ rien que pour la part de Henderson. Richard a dû trouver un nouvel investisseur. Le projet est resté au point mort pendant 8 mois. 3 semaines après le mariage, le conseil d'administration de la fondation Hope s'est réuni à huis clos. Constance avait présidé leur gala annuel pendant 6 ans. Elle avait récolté plus d'argent que n'importe quelle présidente précédente, mais le conseil avait reçu des appels, des donateurs posant des questions, des membres mal à l'aise avec l'image renvoyée. Constance n'a pas été renvoyée. Ce n'est pas comme ça que ces choses fonctionnent dans la bonne société des petites villes. Elle a été invitée à se retirer, à se concentrer sur sa famille. Le gala a eu lieu en septembre sans que son nom ne figure sur le programme. Je n'ai rien orchestré de tout cela. Je veux être clair là-dessus. Je n'ai jamais appelé Henderson. Je n'ai jamais contacté la fondation. Je n'ai jamais rien publié sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais raconté à personne, en dehors de Margot et de mes parents, ce qui s'était passé dans ce couloir. Je n'en ai pas eu besoin. 200 personnes ont vu Constance Whitfield asseoir un plombier et une cantinière à côté des poubelles. Et 200 personnes sont rentrées chez elle et en ont parlé. Les conséquences ne nécessitent pas toujours un microphone. Parfois, elles surviennent par un coup de téléphone un lundi matin. 1 mois après le mariage, Gareth s'est présenté chez mes parents. J'étais à l'étage. J'ai entendu frapper. Puis le grincement de la porte moustiquaire. Puis la voix de mon père. Gareth. Monsieur Marshall. Je suis venu m'excuser. J'espérais parler à Fonda. Elle vous a dit de passer par les avocats. Je sais ce qu'elle a dit, mais je veux dire ça en personne.
J'aurais dû gérer les choses différemment. J'aurais dû prendre la défense de votre famille. Par la fenêtre, je pouvais les voir. Papa sur le porche, les bras le long du corps. Gareth sur l'allée devant, une marche plus bas, levant les yeux. Vous auriez dû, a dit papa. Puis-je la voir? 5 minutes. Papa n'a pas bougé, n'a pas changé d'appui, n'a pas croisé les bras. Il est resté là, remplissant l'encadrement de la porte de la même façon qu'il l'avait fait dans chaque encadrement de porte de ma vie. Solide, présent, inébranlable. Ma fille a été claire. Si vous voulez faire partie de la vie de cet enfant, Anna Wells a les documents. C'est la marche à suivre. Le visage de Gareth s'est crispé. La patience polissée s'est fissurée juste une seconde, et quelque chose de brut est apparu. Pas des remords, mais de la frustration. La frustration d'un homme qui avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait et qui ne comprenait pas pourquoi le scénario avait changé. Vous allez le regretter, a-t-il dit. Ma famille ne laissera pas passer ça. Papa l'a regardé pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je n'empêche personne d'entrer, mon garçon. Je garde la porte. Il a reculé à l'intérieur et a fermé. Pas un claquement, un clic. Le bruit calme et définitif d'un loquet qui se met en place. J'ai regardé par la fenêtre de l'étage Gareth debout sur l'allée, fixant la porte fermée. Puis il est monté dans sa voiture et est parti. Papa n'a jamais mentionné la visite. Ce soir-là au dîner, il a passé les pommes de terre et m'a demandé comment ça se passait à la clinique. 5 mois. C'est le temps qu'il a fallu pour construire une nouvelle vie à partir des morceaux de l'ancienne. J'ai trouvé un appartement à 3 pâtés de maison de chez mes parents. Une chambre, au 2e étage, $850 par mois. La moquette était beige. La cuisine n'avait qu'un seul plan de travail. Le ventilateur de la salle de bain faisait le bruit d'un hélicoptère au décollage. C'était chez moi. Maman est venue avec un mètre ruban le premier jour. À la fin de la semaine, elle avait cousu des rideaux pour chaque fenêtre, du Vichy bleu pour la cuisine, du coton blanc pour la chambre, de la flanelle jaune pour la pièce qui serait la chambre d'enfant. Papa est arrivé avec sa boîte à outils un samedi matin, a réparé le robinet qui fuyait dans la cuisine, a remplacé le pommeau de douche, a renforcé la tringle du placard. Puis il a passé 3 heures dans la chambre d'enfant à construire une étagère en bois de récupération provenant de la démolition d'une grange dans le comté de Fairfield. Il a sculpté une petite rainure le long du bord supérieur. Pas encore de nom, juste une encoche là où un nom irait. Je suis passé à temps partiel à la clinique pendant le dernier trimestre. Mon infirmière en chef, Patricia, a réorganisé les emplois du temps sans que je le demande. Tu m'as remplacé pendant mon opération de la hanche, a-t-elle dit. Ce n'est rien. Je ne vais pas idéaliser les choses. Il y a eu des nuits où je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré. Pas parce que je regrettais d'être parti. Je ne l'ai jamais regretté. Mais parce que porter un enfant seul est difficile d'une manière à laquelle personne ne vous prépare, les crampes à 2 heures du matin sans personne pour vous apporter de l'eau, les échographies où le technicien demande « Papa se joint-il à nous ?» La fête prénatale que ma mère a organisée dans le salon où la seule chaise vide était celle qui aurait dû être la sienne. J'ai choisi ça. Je le choisirai à nouveau. Mais faire le bon choix ne rend pas les choses faciles. Être mère célibataire n'est pas une punition, mais ce n'est pas non plus des vacances. C'est juste la vie. Et je la vivais. Élise Marie Marshall est venue au monde un mardi à 6h14 du matin. 3,2 kilos, 10 doigts, des yeux bruns. Un cri qui a fait trembler la salle d'accouchement. Marshall. Je lui ai donné mon nom. Le nom de mes parents. Le nom d'un plombier et d'une employée de cantine qui n'ont jamais, pas une seule fois, fait sentir à leur fille qu'elle n'était pas assez bien. Papa l'a tenue en premier, après moi, après les infirmières. Ses mains rugueuses l'ont bercée comme si elle était en verre soufflé. Il n'a rien dit pendant une minute entière, il est juste resté debout près de la fenêtre, la lumière du matin sur son visage et ce bébé dans ses bras, respirant. Maman a pris des photos, 47. Je les ai comptées plus tard. 2 semaines après la naissance d'Élise, une lettre est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse d'expéditeur, mais le papier à en-tête était épais. Le genre qu'on achète dans une papeterie spécialisée, pas en pharmacie. J'ai reconnu l'écriture des cartes de vœux des Whitfield que Gareth avait l'habitude de me montrer.
Richard Whitfield. Je l'ai ouverte debout au comptoir de la cuisine, Élise endormie dans le couffin à 1 mètre de là. Fonda, je te dois des excuses. Pas pour ce que ma femme et mon fils ont fait, mais pour ce que je n'ai pas fait. J'étais dans la pièce. J'ai vu le plan de table changer. J'ai entendu la conversation et je n'ai rien dit. Ce silence est de ma faute et je le porterai. Je ne m'attends pas à être pardonné et je ne demande pas à voir ma petite fille. Mais s'il y a un jour où tu le permettrais, j'en serais reconnaissant. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai plié, je l'ai mise dans le tiroir de la table de nuit à côté du bracelet d'hôpital d'Élise. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là, pas ce mois-là. Peut-être que Richard était sincère. Peut-être que c'était une stratégie. Je ne savais pas. Et j'avais fini de prendre des décisions basées sur l'espoir. Cette fois, je laisserai le temps répondre, pas mes désirs. 1 an plus tard, Élise a 13 mois. Elle a mes yeux et la mâchoire de son père et un rire qui ressemble à un hoquet diffusé par un minuscule haut-parleur. Je suis de retour à temps plein à la clinique. Le mois dernier, ils m'ont promu chef d'équipe. Ça a été accompagné d'une augmentation de $2 et d'un trousseau de clés de la réserve. Je n'ai jamais été aussi fier d'un trousseau de clés de ma vie. L'appartement a toujours la moquette beige et le plan de travail unique, mais les murs sont couverts maintenant. Des photos d'Élise à la cueillette de citrouilles. Élise avec les lunettes de lecture de papa sur la tête. Élise étalant de la patate douce sur le tablier de maman. L'étagère que papa a construite contient 32 livres pour enfants et une photo encadrée de mes parents le jour de leur mariage en 1991, debout devant l'église de Maple Street. L'accord de garde a été entériné par le tribunal aux affaires familiales en octobre. Garrett l'a 2 week-ends par mois. Il vient chercher Élise à 9h, la ramène à 17h, à l'heure, à chaque fois. Je lui accorde ça. Constance ne fait pas partie de l'arrangement. Pas parce que je l'ai bannie, mais parce que j'ai fixé une condition, toute visite de la famille élargie exige ma présence ou la supervision de mes parents. Constance a dit que c'était une insulte. J'ai dit que c'était une limite. Elle n'a pas rencontré Élise. Pas parce que la porte est fermée, mais parce qu'elle ne veut pas la franchir selon d'autres conditions que les siennes. Garrett et moi communiquons via une application de coparentalité, de courts messages, les heures de prise en charge, les rendez-vous chez le médecin, pas de bavardage, pas de dispute, juste de la logistique. Il est différent les jours de passage de bras. Plus silencieux. Il serre Élise un peu plus longtemps avant de me la rendre. Une fois, je l'ai vu sentir le sommet de sa tête et fermer les yeux, et quelque chose dans ma poitrine m'a fait mal, pas pour lui, mais pour la version de lui qui aurait pu exister s'il avait été assez courageux pour choisir différemment un samedi de juin. Dîner du dimanche chez les Marshall, 18h, le même que chaque semaine depuis que je suis rentré. La table est celle avec laquelle j'ai grandi. Dessus en formica, pied en chrome, cet éclat dans le coin, 6 chaises, et pas une seule ne correspond aux autres. Celle de papa est une chaise à bascule en bois qu'il a restaurée lors d'un vide-grenier. Celle de maman a un coussin qu'elle a crocheté en 2004. La mienne est une chaise pliante du garage, le bon modèle, avec une assise rembourrée. Il n'y a pas de marque-place, pas d'assiette de présentation, pas de quatuor à cordes. Maman a fait son poulet frit, la recette que Constance a rayée du menu du mariage. De la purée de pommes de terre maison. Des épis de maïs parce qu'Élise aime les tenir même si elle n'a pas assez de dents pour les manger. Margot est là avec son petit ami Thomas, qu'elle a rencontré au palais de justice au printemps dernier. Patricia est venue aussi. Elle apporte une tarte tous les dimanches maintenant et prétend que c'est parce qu'elle cuisine trop. Personne ne la croit. Tout le monde s'en fiche. Élise est sur les genoux de papa, attrapant ses lunettes. Il la laisse faire. Il la laisse toujours faire. Tu sais, lui dit-il, tout près et doucement, comme s'il partageait un secret, ton grand-père réparait les tuyaux de toute cette ville. Maintenant, je ne répare des choses que pour toi. Elle jette une cuillère par terre. Tout le monde rit. Je regarde autour de la table. Le plafonnier bourdonne un peu. Papa dit qu'il le réparera la semaine prochaine. Le papier peint dans le couloir se décolle à la jointure. Il y a un courant d'air provenant de la porte arrière que maman couvre avec une serviette enroulée de novembre à mars. Pas de champagne, pas de cristal, pas de salle à $85 000, mais chaque personne à cette table a choisi d'être ici. Chaque personne est à sa place et personne,
absolument personne, n'est assis à côté de la poubelle. C'est ma table 1. Je ne vous raconte pas cette histoire pour vous donner une leçon. La situation de chacun est différente. Le point de rupture de chacun est différent. Et je ne connais pas votre table 14, mais si vous êtes assis à l'une d'elles en ce moment, s'il y a une pièce dans votre vie où vous êtes toujours relégué au fond, toujours près de la porte. Toujours rabaissé à l'idée que vous devriez être reconnaissant pour la chaise au lieu de demander pourquoi elle est à côté des poubelles, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous pouvez vous lever. Vous n'avez pas besoin d'un microphone. Vous n'avez pas besoin de 200 témoins. Vous n'avez pas besoin d'une avocate debout dans le couloir ou d'un père bloquant la porte. Vous avez juste besoin de savoir au fond de vous, au-delà du doute, au-delà de la culpabilité, au-delà de la voix qui dit « ne fais pas d'histoire », que les gens que vous aimez méritent mieux. Et si la personne que vous avez choisie est d'accord quand quelqu'un traite votre famille de pauvre, cette personne ne vous a pas choisi. Elle a choisi la commodité. Elle a choisi le confort. Elle a choisi la version la plus facile de l'amour, celle qui ne demande pas de courage. Ce n'est pas de l'amour. C'est un plan de table. Je m'appelle Fonda Marshall. J'ai 30 ans maintenant. Je suis infirmière, mère, chef d'équipe, et la fille de Dave et Linda Marshall. Je vis dans un appartement d'une chambre avec une moquette beige et une étagère que mon père a fabriquée avec du bois de grange. Ma fille rit comme un hoquet, jette des cuillères par terre et ne s'est jamais, pas une seule fois, assise à une table où elle n'avait pas sa place. Et je n'ai jamais été aussi fier de mes origines. C'était mon histoire.